Bonjour à tous nos participants et bienvenue à ce nouveau webinaire Newstank RH et RH Matin avec notre partenaire Performance. Nous allons réaliser une session spéciale Soft Skills ou la gestion des compétences transversales. Face aux difficultés de recrutement et de fidélisation, comment placer les soft skills au cœur de la stratégie RH des organisations? C'est important de connaître et comprendre le vrai potentiel des candidats et des collaborateurs, car cette démarche permet d'anticiper, de construire et de sécuriser le futur, naturellement dans l'objectif d'avoir des collaborations à long terme. Alors, l'évaluation des soft skills est associée à diverses problématiques. Comment identifier les talents et recruter ceux qui s'épanouiront au sein de votre organisation? Comment inscrire vos collaborateurs dans une trajectoire d'entreprise ou d'organisation? Comment créer ou renforcer le lien de confiance avec les collaborateurs pour les engager dans un projet commun? On parlera aussi de l'éthique du care, c'est-à-dire le fait de prendre soin. On en parlera beaucoup avec Virginie Grand. Peut-être que c'est une dimension proche de l'empathie. On reviendra très largement sur ce sujet. Cette dimension de l'éthique du care que l'on prend tout au long du process de gestion des talents. C'est donc un sujet fort avec un duo composé d'un fournisseur de solutions, Performance, et d'un retour d'un client, d'une organisation, l'Institut catholique de Paris. Nous allons pouvoir faire le point sur l'ensemble de ces sujets. C'est le moment de présenter nos intervenants. Alors, nous avons d'abord Virginie Grand, qui est la directrice des ressources humaines de l'Institut catholique de Paris. Bonjour Virginie. Bonjour. Et nous aurons également Dominique Duquesnoy, qui est le directeur général de Performance. Bonjour Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons revenir avec eux dans très peu de temps. Je vous donne quelques éléments d'étape de l'organisation de ce webinaire. Tout d'abord, nous allons commencer par la présentation du parcours des intervenants et une présentation globale des organisations. On commencera par l'Institut catholique de Paris, puis Performance. On entrera dans une deuxième partie sur le cœur du webinaire, c'est-à-dire les réflexions et les retours d'expérience sur la gestion des soft skills. Et on laissera du coup une séquence de questions-réponses avec nos participants pour apporter des précisions sur les éléments qui seront donnés au cours de ce webinaire. Je rappelle à nos participants qu'il est possible de poser des questions tout au long de cette session dans l'espace chat et nous essaierons de répondre à un maximum de réponses, un maximum de questions au cours de cette session. Je vous propose de passer à la présentation des intervenants et des organisations. On va se tourner vers Virginie. Virginie Grand, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de votre parcours professionnel et nous fournir aussi un cadre plus global sur les activités de l'Institut catholique de Paris? Alors, mon parcours professionnel, donc j'ai un cursus initial en philosophie et puis après une conversion vers les ressources humaines. Je suis en activité depuis plus de 20 ans, plutôt 25 d'ailleurs. Je suis passée par plus de 10 ans dans le secteur hospitalier, les centres de lutte contre le cancer, où j'ai découvert un petit peu ce qu'était précisément le care, la prise en charge des autres, cette question de sollicitude. Et je suis à l'Institut catholique de Paris depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Voilà. L'Institut catholique de Paris, c'est une université. C'est en réalité de l'enseignement supérieur. Les disciplines, c'est la philosophie, les lettres, la science. On a 6 facultés, les sciences sociales, l'économie, le droit, l'éducation, le théologicum et le droit canon. On est implanté à Paris, dans le 6e arrondissement. On a ouvert un nouveau campus l'année dernière à Reims. On en ouvre un nouveau à Rouen l'année prochaine. Donc, on se développe. 10 000 étudiants, 1000 enseignants, tous les staffs autour des enseignants, sans enseignants-chercheurs. Ce qui nous distingue, c'est le fait qu'on ait des enseignants-chercheurs. Donc, on développe en permanence nos cycles d'enseignement.
L'équipe RH, c'est environ 10 personnes. Voilà. Nos illustres étudiants, peut-être, Georges Bernanos, Simone de Beauvoir, Audrey Tautou, on est fiers. Et nos illustres professeurs, Emmanuel Linco, Camille Riquier, Dominique Perbet, Édouard Branly, Monseigneur Lustiger, Jean-Luc Marion, enfin, on en a de nombreux. Et notre vocation, c'est en fait de pouvoir faire de l'éducation intégrale. Pour nous, l'éducation intégrale, c'est pas simplement donner du savoir technique, mais c'est plutôt donner la capacité de discernement à nos étudiants, donc la capacité à être libre et responsable, et puis surtout devenir acteur du débat public. Donc on n'est pas sur un savoir purement technique, et notre devise, c'est l'esprit grand ouvert sur le monde. Voilà. Et donc, du coup, ce sont les principales valeurs, c'est ça, de l'Institut catholique de Paris? Nos valeurs, c'est je parlerais plutôt de la charte de l'Institut catholique de Paris. On est plutôt sur la question d'une université qui construit, qui innove, qui accueille, avec une grosse tradition d'engagement de soi. D'accord, très bien. Dominique, c'est à votre tour de vous présenter. Alors, on organise souvent des webinaires avec Performance, avec Newstank RH et RH Matin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours et puis le positionnement de Performance? Mon parcours a peu d'importance, mais j'ai un parcours en sciences de l'éducation et puis dans la psychométrie il y a plus de 20 ans maintenant. Donc Performance, en fait, est éditeur de tests psychométriques et accompagne ses clients sur le développement des compétences comportementales. Donc notre métier est fondé sur la connaissance de l'individu au travail et notre objectif, en fait, c'est d'aider, accompagner les entreprises à mettre au cœur de leur stratégie, de leur processus décisionnel, l'humain et les facteurs humains. Donc pour présenter Performance, nous sommes 70 aujourd'hui. Chez Performance, nous sommes présents principalement en France, en Espagne, en Italie et au Benelux, et partout dans le monde avec l'appui de distributeurs. Donc voilà, notre objectif, en fait, c'est d'intégrer les facteurs humains dans toute prise de décision et d'éclairer, en fait, les entreprises sur la vision, leur vision de l'activité, leur vision de l'autre et vision surtout de leurs ressources humaines. Merci beaucoup, Dominique. Une petite précision, lorsque j'ai fait mon introduction, j'ai parlé de compétences transversales, mais vous parlez de compétences comportementales. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a une distinction entre les deux? Alors, les compétences transverses peuvent aller au-delà, bien entendu, des compétences comportementales, mais les soft skills, comme on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui exclut toute forme de savoir ou de savoir-faire, font l'objet ou sont principalement attendus, effectivement, dans la transversalité des activités. Très bien, merci Dominique pour ces précisions. Je rappelle à tous nos participants qu'il est possible de poser des questions dans l'espace chat au cours de la session. Nous allons commencer à rentrer dans le cœur du webinaire. Je me tourne vers Dominique. Dominique, de votre point de vue, qu'est-ce qui change selon vous sur la dimension du recrutement? Qu'est-ce qu'on observe dans la sphère des soft skills? Alors déjà, effectivement, les soft skills sont devenus des compétences incontournables aujourd'hui dans le processus décisionnel et notamment en phase de sélection, de recrutement interne ou externe, parce qu'on peut parler aussi de mobilité. Plusieurs points émergent ou en tout cas ont fortement évolué ces dernières années. La première, je le place sur le plan de la vision et notamment dans la vision de la performance au travail. Historiquement, dans l'ère industrielle, nous recherchions, en tout cas les organisations recherchaient des indices pour pronostiquer la réussite future sur la performance à la tâche, la rapidité
rapidité, la qualité du travail fourni, du travail accompli, et cette performance à la tâche était dominante. Donc, on recherchait principalement des compétences techniques, hein, c'est-à-dire des savoirs, des savoir-faire qui permettraient à la personne de fournir un travail de qualité et avec une rapidité attendue. Ce qui a évolué fortement ces dernières années, donc je ne vais pas revenir sur les différents modèles, mais on parle d'instabilité, on parle d'incertitude, on parle de complexité, qui fait qu'il y a deux performances en fait qui émergent. C'est la performance contextuelle, donc la capacité de l'individu à comprendre les codes de l'entreprise, les modèles d'interaction avec l'entreprise, la capacité à s'adapter à la culture de l'entreprise, à tout ce qui forme en fait le tout de l'entreprise. Et puis cette performance adaptative, c'est-à-dire se confronter à des situations nouvelles, à des situations critiques, le fait d'interagir, le fait de collaborer, le fait de proposer des idées nouvelles, le fait aussi de développer une pensée critique. Donc il y a beaucoup de compétences nouvelles qui apparaissent ou en tout cas qui deviennent clés pour évaluer ou en tout cas pronostiquer la performance future de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier changement. Donc voilà, la recherche d'une performance au-delà de la performance à la tâche, performance contextuelle, performance adaptative. Rappelons que, par exemple, la durée de vie d'une compétence tend à se réduire. L'OCDE, par exemple, disait que la durée de vie d'une compétence technique était de 30 ans dans les années 70-80. Elle est plutôt aujourd'hui de 12 à 18 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution rapide des cycles de renouvellement métier qui impose effectivement aux entreprises de peut-être rechercher d'autres critères qui permettront de faire la différence demain dans les entreprises. Ça, c'est le premier point, donc autour de la vision de la performance. Deuxième point, pour moi, c'est dans quelle logique plaçons-nous le recrutement? Est-ce qu'on est dans une approche court terme pour remplacer ou en tout cas pour occuper un fauteuil qui est vide, c'est-à-dire que l'entreprise chercherait à maintenir ses capacités productives et numériquement va essayer de trouver une personne, ou est-ce qu'on est plus dans un schéma de carrière, on essaye plus de projeter la personne dans un environnement, on essaye de construire une identité professionnelle avec une vision effectivement des compétences comportementales qui feront la différence demain. Donc cette approche court terme, long terme dans le recrutement me paraît important puisque elle va définir aussi qui décide. Est-ce que c'est par exemple le manager qui est franchement préoccupé par ses objectifs immédiats et qui va plutôt focaliser sur la dimension technique et opérationnelle, alors que peut-être d'autres populations comme les populations RH ou populations de dirigeants, dans leurs critères décisionnels, vont essayer de recruter une personne qui pourra produire une performance future. Donc ça, c'est important, cette approche court terme, long terme, qui, en tout cas, se pose aujourd'hui, notamment sur un marché où l'entreprise a besoin de fidélité, a besoin de personnes qui connaissent les codes de l'entreprise, les savoir-faire métiers, qui ont de l'expérience et qui pourront s'adapter aux enjeux futurs. Ensuite, je le placerai dans les changements et peut-être les changements les plus forts dans l'approche, c'est-à-dire comment je me représente le marché candidat. Et là, il y a un véritable changement, puisque on peut se représenter le marché candidat comme illimité, dans sa version LinkedIn, par exemple, où on a l'impression qu'il y a un nombre infini dans le vivier candidat et qui montre, par exemple, des profils exceptionnels sur LinkedIn, ou même des personnes qui ne sont pas forcément en recherche d'emploi peuvent demain candidater. Donc, donner ce sentiment que le marché candidat est infini, et ça, c'est un véritable changement. Et puis, on peut se représenter le marché candidat aussi, où
ou les éléments avec une approche de l'IA. Par exemple, on peut penser que l'algorithme la puissance de l'algorithme va nous permettre d'extraire les meilleurs candidats de ce vivier. On pense que le candidat idéal existe et il suffirait de le trouver. Et probablement avec des exigences souvent très élevées qui rendent pratiquement pénurique le marché candidat aujourd'hui. Alors, ça me permet de rappeler que lorsqu'on recherche une compétence doit faire la différence en situation de travail et sur des performances attendues. Donc, il faut bien cibler et attention à la recherche du mouton à 5 pattes parce qu'on peut penser que le candidat idéal existe et qu'on va le trouver. Alors, il y a deux modèles qui vont s'opposer en conclusion de cette approche et de ces changements. C'est l'approche du cueilleur, le recruteur-cueilleur qui pense que les individus peuvent faire l'objet d'une description objective. Il suffit ensuite de matcher, c'est-à-dire que l'algorithme, l'IA, tel qu'on en parle aujourd'hui, va me permettre en fait de trouver cette pépite. Et je sors d'une approche relationnelle plus vers une approche transactionnelle du recrutement pour parvenir à mon objectif. Et puis, il y a le modèle tisseur où cette personne pense que le candidat idéal n'existe pas. Il faut simplement développer une approche relationnelle avec les candidats. La personne va se fier un peu plus à son intuition, elle va se centrer sur la relation et il va nouer une relation de confiance avec son candidat pour prendre le temps d'échanger avec lui, de le projeter et puis de définir par exemple une trajectoire. Donc voilà les changements qui s'opèrent et ceux qui en découlent en termes de conclusion. Ce qui veut dire que les process, est-ce que les process ont finalement changé quelque part, Dominique, avec le changement du marché tout court dans le process de gestion des soft skills? On voit bien que maintenant, il y a désormais davantage d'offres que de candidats. C'est une évolution importante du coup du marché? Alors, les process ont évolué, évidemment, puisque le temps accordé, en fait, au processus de sélection se contracte. Et c'est-à-dire qu'on il y a le changement profond sur les process et la digitalisation qui revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on va décrire de manière la plus objective possible nos attendus et notre besoin dans la recherche du candidat et on va le déposer sur un job board ou sur une plateforme X ou Y et cette plateforme va nous aider à extraire le meilleur candidat. Donc il y a une forte part de la digitalisation qui s'est accélérée notamment par la crise sanitaire où le distanciel aussi a pris le pas en fait sur tous les moments en présentiel. La digitalisation des processus, effectivement, modifie le rapport entre l'employeur et le marché candidat. J'ai une première question pour vous, Dominique. Vous avez fait tout à l'heure la distinction entre recruteur-cueilleur et recruteur-tisseur. Oui. J'ai un participant qui a dit que le recruteur tisseur, c'est encore assez rare. Alors, c'est plutôt tisseur, hein, c'est plutôt le modèle historique, hein, c'est-à-dire des personnes qui vont de découvrir le candidat, prendre le temps de creuser, d'investiguer certaines pistes, le temps d'échanger surtout et le temps de pouvoir projeter en traitant d'égal à égal avec le candidat, pensant que c'est le candidat qui va créer son poste, qui va créer la valeur véritable de son poste. Et donc, le choix se fait plutôt sur une personne plutôt que sur une démarche compétence pure et dure. Donc, c'est ça qui est historique. La digitalisation peut laisser penser aujourd'hui que l'algorithme ou tous les outils vont nous permettre en fait de faire cette part du travail et que finalement la personne correspond avec des indices de prédictibilité très élevés, enfin une promesse en tout cas d'indices de prédictibilité très élevés et qu'il suffit de suivre les recommandations de l'algorithme. Très bien, merci Dominique. Virginie, je me tourne vers vous pour savoir comment
tout cela s'applique pour l'Institut catholique de Paris. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments sur votre vision, sur votre conception du recrutement et plus globalement de la prise en compte des facteurs humains? Alors, c'est vrai que à l'écoute de ce qui vient d'être dit, je me sens vraiment en affinité avec le tisseur plutôt que le cueilleur. Pour moi, en fait, ce qu'on a appris là sur les 2 dernières années qui se sont écoulées après la crise Covid, pendant la crise Covid, c'est qu'on est vraiment passé, et ça c'est important dans l'enseignement, qu'on est vraiment passé d'une économie du savoir à une économie de la relation. Et quand on a compris ça en RH, ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple. Moi, ça m'a vraiment guidée, notamment par mes expériences passées à l'hôpital, sur la notion du care. J'imagine qu'on bouclera après là-dessus, mais sur la question effectivement de la sollicitude. Et donc la sollicitude, c'est quoi? C'est une relation, c'est de la réciprocité avec la personne avec qui on va faire affaire, suivant pas des fauteuils vides, effectivement, mais une trajectoire à construire ensemble. En fait, c'est ça l'idée. Quand on recrute à l'ICP, l'idée, c'est vraiment pas de se dire j'ai un poste aujourd'hui, la fiche de poste, c'est ça, la tâche, c'est ça, etc. Il y a un entretien croisé entre le recruteur et entre le manager et le collaborateur. Alors, moi, je pense quand même à quelque chose, je vais faire une petite digression. C'est qu'au début, quand on est venu vers moi, on m'a demandé est-ce que la Great Resignation, là, la grande démission, ça vous concerne? J'ai dit, bah non, nous, on n'est pas concernés par la grande démission. Mais c'est bizarre quand même parce que les enseignants ne sont pas très bien considérés aujourd'hui. Je rebondis sur ce que disait Dominique tout à l'heure, sur cette espèce de grands fantasmes de l'algorithme qui va tout corriger et tout bien matcher. Cette idée aussi qu'on aurait un vivier infini ou cette idée en fait que il suffit de savoir cliquer en gros. Et moi je me dis qu'aujourd'hui, si on doit se recentrer sur quelque chose quand on fait du recrutement, c'est sur quoi la personne qu'on veut est irremplaçable au sein de notre institution. Pourquoi on va faire affaire avec elle? Pourquoi elle se distingue? Et l'ICP, en fait, dans son modèle, dans ce qu'elle prône, c'est une éducation dite une éducation intégrale. Je vous l'ai dit tout à l'heure en présentation, c'est pas simplement un savoir technique, c'est une capacité à discerner ensemble, parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'être acteurs ensemble. Donc, ce qui nous singularise, c'est une personne pour nous qui va rejoindre l'institution, non pas pour être passive, mais bien active. Donc, en fait, il va falloir, toute spiritualité à part, s'interroger un petit peu au-delà de ce qu'elle pourrait accomplir en conscience, qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec nous. Voilà. Alors, comment on repère la singularité? Moi, je dis toujours, notre secteur d'activité, c'est pas l'enseignement supérieur, c'est le sens qu'on donne à l'éducation. Et quand je reviens toujours à cette idée de faire affaire ensemble, c'est la capacité de discussion, la capacité de réfutation, la capacité de faire de l'intelligence ensemble, de coopérer, d'avoir des partenariats, d'avancer, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir inscrire une collaboration. C'est la capacité effectivement à adhérer au projet commun et puis à s'en emparer. Voilà. Ouais. Oui, au-delà, c'est pas une question de métier. Lorsqu'on a fait la réunion de préparation, c'est vraiment une question de vocation que vous mettez en avant lorsqu'on rejoint l'Institut catholique de Paris. C'est au-delà de la juste dimension professionnelle. C'est vraiment une question d'engagement qui est privilégiée. Complètement. Et c'est là-dessus que
enfin pour moi, performance, c'est très, très, très précieux parce que c'est là qu'on va se distinguer. Le manager va vous parler de la fiche de poste et nous, on va arriver sur bon, quel est le projet que voulons-nous faire ensemble et on va vouloir mesurer un petit peu la capacité, vous savez, les trois fameuses dimensions du Perfeco, moi j'aime beaucoup, sur la capacité relationnelle, après il y a la capacité le travail, et puis après les motivations. Et on consacre une bonne partie de l'entretien à creuser derrière sur comment vous feriez dans telle situation. On partage, on nuance et c'est dans cet échange qu'on construit vraiment. Alors pour être plus précis dans les besoins de recrutement de l'Institut catholique de Paris, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le niveau de recrutement, l'état actuel au sein de l'Institut catholique de Paris? Le niveau de recrutement, c'est-à-dire le nombre de postes qu'on a à pourvoir ouverts aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. On en a un petit peu plus d'une quinzaine. Nous, on ne recrute pas les enseignants. On peut participer, par contre, en tant que membre d'un jury à la sélection d'un professeur ou d'un maître de conférence, mais tout ça est très codifié, c'est entre pairs et sur cooptation. En revanche, il faut créer tout le staff et tout l'écosystème autour de ces enseignants pour créer le bon environnement, de travail. On recrute des métiers très, très différents. Ça va être évidemment la RH, la finance, le service généraux, la DSIN, etc. Mais ça va être aussi des bibliothécaires pour vous donner accès aux ressources. La communication, le marketing, la pariteur, celui qui va organiser la salle, les gestionnaires de planning, et puis aussi les RH. Ce qui semble vraiment important de dire par rapport à cette notion de relation et de projection dans un poste, c'est que moi, je vais m'intéresser, moi, au niveau global RH, à la gestion des postes critiques, des postes clés. Vous voyez, je vais penser au plan de succession. Je sais très bien que dans 2 ans, cette personne, elle va partir. Oh, elle est DAF. C'est peut-être très intéressant de se préoccuper de comment je vais pouvoir anticiper sa succession. Et là, je vais vraiment avoir besoin d'un outil qui mesure en fait le savoir-être, la capacité à s'emparer de notre projet soit en interne, en outil de mobilité, soit plutôt à l'extérieur. Et puis on est un institut qui se développe. Je vous le disais, on ouvre des campus en région. Oui. Et là, les directions, suivant les régions que vous allez vous implanter, ça ne va pas être le même écosystème. Il va falloir un petit peu s'intéresser à cette capacité à rentrer en relation avec les gens en région, avec le besoin en termes d'enseignement. C'est-à-dire que les postes à pourvoir, en l'état actuel, ils sont davantage à prendre en région, à l'état actuel, au sein de l'Institut catholique de Paris? Non, il y en a partout, parce qu'en plus, on peut faire de la mobilité aussi. On peut avoir des gens qui sont à Paris et qui vont ponctuellement sur les campus. Mais il faut avoir justement déjà sur le coup d'avance l'idée qu'il y aura cette mobilité. Il n'y a peut-être pas que de l'emploi local, il y a peut-être aussi de l'emploi aussi de la mobilité, ou des gens qui sont aujourd'hui à Paris qui voudraient s'installer définitivement à Reims. En tout cas, nous, je reprends aussi l'approche sur le court terme et le long terme, sur la chaise vide ou sur l'idée d'un schéma de carrière. Ça, c'est intéressant de l'intégrer dès le départ et se dire que nous, à la RH, avec l'équipe, on a 3 manières de voir en fait l'emploi. On a la gestion à court terme. Donc, la gestion à court terme, elle est gérée comment? On a un comité d'arbitrage de l'emploi, ça s'appelle le CAE. C'est toutes les semaines. Elle réunit qui? Le DAF, le secrétaire général, le chargé de recrutement et moi-même, et on va gérer un petit peu un départ inopiné. Voilà, quelqu'un qui s'en va, il faut le remplacer. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le remplacer à l'identique? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur une autre manière d'occuper le poste, parce qu'il a évolué? Je pense aux assistantes pédagogiques, qui est un métier qui évolue beaucoup, comme l'assistante médicale a pu évoluer dans l'hôpital. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit recevoir tous les étudiants, ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit se concentrer sur la pédagogie? Comment on va
comment on va réviser cet emploi. Voilà. Ça, c'est le court terme. Le moyen terme, ça va être la revue du personnel. La revue du personnel, c'est 1 fois par an. On va revoir tous les talents. On va se poser des questions. Alors, elle est alimentée par quoi? Par l'entretien annuel. C'est l'évaluation sur les compétences. Par l'entretien professionnel, c'est quelles sont les compétences qui font défaut à mon collaborateur ici en présence, ou alors vraiment il sature, il est très très bon, on ne veut pas le perdre, il va falloir penser à ce qu'on pourrait lui faire faire dans la structure. Et puis, il y a l'entretien sur sa qualité de vie au travail, comment il se sent, est-ce qu'il veut faire plus de transversalité, est-ce qu'il veut faire plus de projets, comment on ouvre, est-ce qu'il veut faire du télétravail, quel télétravail, quelle compatibilité. Enfin voilà, toutes ces choses qui vont nous permettre de nous remettre en question. Et là, Perfeco, c'est hyper puissant parce que ça va me permettre de me dire, tiens, cette personne, en fait, elle a plutôt un profil que je n'imaginais pas, très open, très ouvert, sur une manière peut-être de développer une nouvelle solution au sein des ressources humaines avec l'ensemble des managers. Et je l'avais pas vu ça, je la voyais plutôt gestionnaire de formation. Repenser un emploi par rapport à ça. Ça, c'est le moyen terme. Et puis, le long terme, cette fois, c'est vraiment s'intéresser à la structure, par exemple, à la pyramide des âges, à l'évolution des profils. Je vous parlais de l'assistante pédagogique, mais je pourrais pas parler des nouveaux besoins de la structure. Voilà. On a besoin d'avoir on a quand même des nouveaux métiers qui émergent. Et dans quelle mesure vous utilisez du coup les solutions psychométriques et éco depuis quand vous avez adopté les solutions de performance? Alors, si j'en parle personnellement, ça fait une dizaine d'années. Si j'en parle à l'ICP, ça fait 2 ans depuis que je suis arrivée. Parce que quand j'ai quitté l'hôpital, j'avais qu'une envie, c'est d'avoir la même manière d'éclairer les profils pour pouvoir avancer. Puis je pense qu'en plus, ici, on parle tout de suite aujourd'hui maintenant du recrutement, mais ça peut être aussi une manière de faire évoluer une équipe. Ça peut être un team building. Ça peut être une manière de se reconnaître entre nous pour être plus fort et avancer sur un projet plus ambitieux. D'accord. Merci Virginie pour ce témoignage qui est très dense. Dominique, je me tourne vers vous sur cette dimension de soft skills. On parle souvent de personnalité, de motivation. Est-ce qu'il y a des innovations et des nouveaux concepts qui peuvent éclairer les RH? Oui, alors peut-être avant ça, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Virginie, parce qu'il y a un point important et dans les changements qui s'opèrent aujourd'hui en recrutement, c'est l'accès à des données, l'accès à des data qui sont de plus en plus importantes. Et quand on parle de recrutement, on doit se poser la question de quelles données ai-je besoin? Et lorsqu'on parle des données, on peut soit se tourner vers les données du passé qui renseignent sur ce que la personne a fait ou fait à ce moment-là, ou se tourner vers des données qui renseignent sur ce que la personne pourrait faire ou pourra faire. Et ça, vous voyez, c'est la vision du recrutement. C'est est-ce qu'on se projette vers l'avenir ou est-ce qu'on essaye de reproduire finalement un schéma qui a certainement fonctionné. Donc, dans quelle logique on est? Et je les oppose, mais je ne dis pas que l'une est plus négative que l'autre. C'est-à-dire de vraiment se poser la question de ce qu'on recherche et de quelle data on a besoin. Dit autrement, est-ce que je regarde dans le rétroviseur parce que ça fonctionne et j'essaie de le perdurer et le pérenniser dans le temps, ou est-ce que je regarde dans le pare-brise? Et ça, c'est vraiment une question importante. Pour revenir à votre question, Philippe, sur les innovations, alors quand on parle de soft skills, il y a effectivement plusieurs modèles théoriques qui vont nous renseigner sur les comportements ou nous permettent en tout cas de décrire les comportements et de faire un pronostic. Vous avez la théorie de la personnalité qui est une approche descriptive des comportements qui est intéressante puisqu'elle permet d'accéder à un mode de fonctionnement de la personne dans son approche relationnelle, dans la manière dont elle appréhende le travail et aussi la manière dont elle se projette à travers ses motivations. Donc, modèle de la personnalité, modèle des motivations dans la construction identitaire.
C'est très important et on peut parler aussi des schémas de pensée, des schémas cognitifs, c'est-à-dire toutes ces croyances que nous avons qui ont été créées par tout un réseau d'informations depuis très longtemps et qui vont influencer les comportements que nous adopterons au travail. Et puis, il y a peut-être aujourd'hui, sur le terrain de l'innovation, il y a peut-être à regarder autre chose, c'est le contrat psychologique. Pourquoi? Parce que le contrat psychologique, c'est l'ensemble finalement de nos représentations, de nos schémas individuels qui sont relatifs à la relation à l'emploi et à la manière, à ce que nous privilégions chacun d'entre nous vis-à-vis de notre emploi et dans la relation avec notre employeur. Et surtout, ça ne figure pas dans le contrat de travail. Donc, c'est souvent basé sur des éléments implicites qu'il s'agit d'expliciter justement. Donc, aborder le contrat psychologique me paraît intéressant. Et Performance a posé cette innovation depuis 2 ans. Est-ce que finalement la personne se représente l'emploi comme un lieu de transaction où elle va définir un terrain de jeu bien délimité et qui va demander en contrepartie une rétribution? Ou est-ce qu'elle considère que l'emploi ou l'entreprise est un lieu d'échange social et qui se bâtit finalement dans les termes de la relation de confiance avec son employeur? Et donc ça, ces deux visions, hein, ces deux approches du contrat psychologique peut nous éclairer fortement dans la manière dont la personne se projette ou l'individu se projette. Quelles seront ses stratégies d'évolution, quels sont les critères d'évolution pour elle, les critères objectifs et subjectifs, est-ce qu'il y a une identification aux valeurs de l'entreprise? On parle beaucoup aujourd'hui des valeurs où l'entreprise cherche à être attractive vis-à-vis du marché de l'emploi, mais quelles sont les valeurs qui finalement vont la singulariser et sur lesquelles potentiellement mes candidats vont adhérer pour pouvoir se projeter avec facilité et faire preuve d'aisance. Donc, ces éléments-là sont importants à prendre en compte puisque finalement, ça va déterminer un certain comportement que nous adoptons entre des éléments de confiance, des éléments transactionnels qui nous permettent qui régissent finalement notre relation avec notre employeur. Et est-ce que ce contrat psychologique s'est renforcé ou il s'est plutôt défait avec la période de la crise Covid-19 ? On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2 ans finalement. Vous avez instauré le contrat psychologique avant l'arrivée de la crise Covid-19. Est-ce que vous voyez des modifications importantes comportementales liées au contrat psychologique ? Alors, il y a toujours eu un contrat psychologique, souvent tacite, mais historiquement, on était, par exemple, sur des éléments de loyauté contre sécurité et pérennité de l'emploi. Ensuite, il a évolué dans un principe d'employabilité contre engagement. Aujourd'hui, probablement qu'il se construit sur d'autres termes. L'idée de comprendre effectivement qu'est-ce qui régit finalement ce contrat psychologique entre l'individu et son employeur et qu'est-ce qui va nous permettre de décrire ou en tout cas d'élaborer un pronostic d'adéquation en tout cas entre l'entreprise et l'individu et comment finalement piloter son intégration, piloter les principes de fidélisation et de pouvoir surtout piloter par exemple les transformations qui s'opèrent dans l'entreprise. Donc, on n'est pas en mesure de dire que s'il y a une évolution majeure, les personnes ont toujours besoin, les individus ont toujours besoin de sécurité, ont toujours besoin de sens, et c'est pas apparu par la crise sanitaire, même si la crise sanitaire a sûrement interrogé un nombre plus important de personnes sur l'impact sociétal de l'entreprise, sur les bullshit jobs, est-ce que mon métier a du sens, hein, on a beaucoup parlé des métiers essentiels non essentiels qui ont questionné énormément les personnes. Donc, peut-être que la crise a finalement accéléré un certain nombre de phénomènes où la population, enfin en tout cas le marché candidat et le marché d'ailleurs interne
aussi intra-organisationnels et interorganisationnels, et peut-être plus exigeants sur certains sujets liés aux évolutions sociétales. Pour autant, on peut voir que la notion de sens a toujours existé. Peut-être un phénomène, tout à l'heure, Virginie parlait du télétravail. Par exemple, le contrat psychologique peut vraiment nous renseigner, est-ce que la personne est dans une approche transactionnelle, c'est-à-dire qu'elle va réaliser ses activités bien délimitées avec des tâches précises, ou est-ce qu'elle est dans une approche relationnelle où elle a besoin, par exemple, de ressentir le niveau de confiance de son employeur à travers peut-être des temps interstitiels. Tout ça va nous permettre de voir si la personne peut, au-delà d'accepter une distance géographique, elle va gérer la distance psychologique avec son entreprise. Donc, ça peut nous donner des renseignements, en tout cas des indices qui permettent d'élaborer une stratégie vraiment gagnant-gagnante avec les employés. Merci Dominique. Virginie, qu'est-ce que tout cela vous inspire, le contrat psychologique? Et c'est assez intéressant parce que vous avez pris vos fonctions il y a 2 ans, c'est-à-dire quasiment au même moment où la crise Covid-19 est apparue. Donc, ça devait être assez intéressant aussi comme expérience de vos côtés, de voir comment les comportements se modifiaient finalement. Oui, et puis pour la petite anecdote, c'était intéressant parce que j'étais recrutée par Teams avant de finir mes entretiens en présentiel. Et quand je suis arrivée à l'ICP, c'était pour confiner les collaborateurs. C'était une belle expérience. Et donc, à partir de là, mais vous savez, ça force la relation en réalité. C'est-à-dire que là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on communique autrement. Il faut vraiment qu'on arrive à se parler, à faire connaissance. On parlait de l'intégration, c'est essentiel, l'intégration dans un recrutement. On s'est dit, il faut vraiment agir. On a fait des matinales d'intégration en Teams. On a fait des jeux, on a fait des choses qu'on ne faisait pas auparavant. On a lancé notre ligne RH, c'est un journal interne où en fait les gens réagissent beaucoup dessus. On donne toute l'information que l'on peut sur les ressources humaines à nos collaborateurs. On a continué à faire ce qu'on appelle des rencontres enseignants-chercheurs. Les rencontres enseignants-chercheurs, c'est quand en fait on invite un chercheur de l'ICP à venir nous parler de son domaine de recherche actuellement pour l'enseignement. Et il partage en fait avec l'ensemble des collaborateurs. Ça peut être un apparitaire, un bibliothécaire, ça peut être tous les métiers sont ouverts là-dedans. Et le contrat psychologique, en fait, pour moi, c'est vraiment essentiel parce que c'est clé pour comprendre, pour se projeter ensemble. En fait, projet, c'est se projeter. On a besoin de cerner en fait quelles sont les motivations du collaborateur. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas une place à prendre, c'est vraiment comment va-t-il habiter son poste. Donc en fait, c'est du collectif, c'est pas simplement l'histoire du fauteuil. C'est vraiment comment on va faire corps ensemble, que voulons-nous faire ensemble. Donc évidemment, c'est véritablement une notion qui vous parle, en tout cas, cette dimension de contrat psychologique. Ah bah clairement, oui. C'est important pour saisir l'engagement des collaborateurs et des recrues, quelque part, c'est ça? Oui, et puis comme je vous le disais, l'idée, ça va être vraiment de créer des rencontres. Là, sur les journées d'intégration, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mettre en place des référents d'intégration pour que les nouveaux puissent encore interagir autrement avec l'ensemble de la communauté. D'ailleurs, à l'ICP, on parle de communauté universitaire. On parle pas on dit pas le mot entreprise, nous. On dit communauté universitaire et là-dedans, on intègre les étudiants. Ça nous permet de temps en temps de faire vraiment des 360 sur ce qu'on envoie et ce qu'on reçoit et comment on fait vivre cela.
Moi, j'ai bien aimé récemment, j'ai entendu Monique Cantos-Perber parler du métier d'enseignant en disant c'est terrible, il y a eu la Covid, ils ont été perdus avec l'enseignement à distance, nous on ne s'est pas arrêté à l'ICP. Il y a une mauvaise considération de l'enseignant parce que en fait, maintenant les étudiants, les élèves d'aujourd'hui sont hyper sollicités, peuvent avoir une réponse par Google, etc. Et moi, ce que je trouve génial, c'est quand elle finit par dire, vous savez, le métier d'un enseignant, c'est de rendre vivante la culture. Et on a tout gagné quand on est capable d'enseigner qu'Euripide, si on n'a pas lu Euripide aujourd'hui, ben on est vraiment dépassé. C'est de rendre Euripide moderne, vous voyez. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas statique. Le recrutement, c'est pas statique. C'est vraiment un mouvement et c'est comment on va animer tout cela, quoi. Comment on va travailler ensemble. Donc, le contrat psychologique, évidemment, savoir comment l'autre se projette avec nous, c'est essentiel. C'est essentiel. Merci Virginie pour ces éléments. Dominique, je me tourne vers vous sur ces process d'évaluation des soft skills, de connaissance de soi. Finalement, quels sont les éléments clés dans ces processus d'évaluation? Est-ce que vous pouvez nous fournir des éléments sur ces points? Oui, alors sur le processus, effectivement, pour augmenter la qualité du pronostic, l'intégration d'un test, d'un outil qui va nous permettre d'accéder rapidement à la compréhension de ce qui se joue pour l'individu, qui va nous permettre de le décrire avec le plus de justesse possible et le plus de précision, qui s'accompagne bien sûr sur des éléments de validation scientifique, peuvent permettre effectivement de recentrer finalement l'individu dans ce qui est peut-être le plus noble pour lui, c'est-à-dire l'échange, le partage et la décision. C'est-à-dire que ça pose la question du positionnement de l'outil dans le processus en fait de décision. On en a parlé tout à l'heure, comment je me positionne dans une approche, l'approche du cueilleur, l'approche du tisseur. Est-ce que le candidat idéal existe? Comment je le trouve? L'important peut-être, c'est de rappeler finalement l'intérêt de faire preuve, en tout cas, d'écologie de l'esprit. Alors, quand je dis ça, c'est d'aller vers une approche relationnelle qui crée la confiance avec les candidats. L'outil doit jouer son rôle et son rôle doit être d'étonner. Son rôle doit être de stimuler la découverte de l'autre, doit permettre de stimuler ou impulser le débat et renvoyer finalement le décideur, c'est-à-dire le professionnel RH ou le manager, vers l'échange, le partage et la décision. Ce qui nous paraît important, c'est que finalement, l'évaluation de soft skills, même en situation de recrutement, et on l'occulte peut-être un peu trop souvent, c'est un acte d'apprentissage, et c'est un acte d'apprentissage sur soi. C'est un acte d'apprentissage qui va me permettre, moi, candidat, à faire preuve d'une plus grande lucidité, d'une plus grande justesse sur moi et donc peut-être participer à avoir une vision plus claire de moi et dans l'échange plus clair des attendus de l'organisation et une vision plus claire des autres. Donc ce qui est important, c'est que on pose l'acte de connaissance de soi comme un acte d'apprentissage et même en recrutement. Même en recrutement parce que la personne peut d'abord être un futur client de votre organisation, peut tisser des liens futurs avec votre organisation et peut surtout rebondir de manière positive si l'acte de connaissance de soi, l'échange, le partage a vraiment été bien réalisé. Donc, je rappelle que la connaissance de soi, c'est vraiment le savoir qu'une personne acquiert sur elle-même au cours de sa vie, de ses expériences. Donc, l'intérêt avec elle de revisiter ses expériences, d'investiguer un certain nombre de points, vont probablement l'aider à réfléchir sur elle-même et plus elle va réfléchir sur ses actions, plus elle va les réguler et plus elle sera performante pour le futur. Donc, appréhender vraiment l'acte d'échange, de restitution comme un acte d'apprentissage.
Et ce qui semble important finalement dans le processus, au-delà des job boards, des plateformes qui vont rapprocher les candidats des entreprises et les présélectionner, au-delà des tests que l'on peut réaliser, c'est de mener un acte de réflexivité. Cet acte de réflexivité va contribuer fortement à l'apprentissage de la personne sur elle-même et va offrir un cadre de partage, un cadre d'accueil, en tout cas, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle pourrait faire, de son ambition et de ce qu'elle souhaite, de la manière dont elle se projettera dans le futur. Et cet acte de réflexivité va donner des clés de compréhension aussi complémentaires qui permettront d'avoir une vision beaucoup plus claire, en tout cas de soi, et donc d'augmenter la clarté de soi. Donc, je place, pour répondre de manière précise à votre question, aujourd'hui, les datas sont de plus en plus accessibles, les datas sont de plus en plus précises, les algorithmes sont de plus en plus puissants, qui permettent de rapprocher le marché candidat du marché des emplois proposés, en tout cas par les entreprises. Et il ne faut pas occulter un acte clair qui est l'approche relationnelle, l'acte de confiance, l'acte d'apprentissage par la réflexivité. Merci Dominique. On va rebondir avec Virginie sur l'ensemble de ces réflexions que vous avez alimentées. Virginie, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous partagez cette vision finalement entre comment faire parler finalement les data et aller au-delà sur cette dimension de réflexivité et d'échange? Bah, bien sûr, en fait. Pour moi, le métier de façon, le métier des ressources humaines, c'est le métier de la relation. Donc, à partir de là, il faut vraiment se rencontrer. Je pense que le quanti, c'est bien, mais le qualitatif, c'est mieux. Je pense aussi que, en fait, je souscris totalement à l'idée, voilà, d'un échange qui surprend, qui étonne. C'est là c'est dans l'aspérité qu'on va pouvoir, en fait, lier une vraie rencontre et construire un vrai projet. Moi, j'ai plusieurs fois fait des débriefings sur des entretiens performance où en fait les personnes pouvaient être surprises des résultats. Ce qui était intéressant, c'était de creuser pourquoi elles étaient surprises et ce que ça évoquait pour elles. Et parfois, il m'est arrivé de changer, en fait, de les recruter, mais de changer le poste en me disant on va procéder par étapes. Et en fait, je crois que j'ai plutôt un talent là-dessus. Et c'est ce que je racontais sur ma responsable projet et développement RH à l'ICP. Je recrutais une chargée de formation qui finalement aujourd'hui fait des choses très différentes parce que sa manière de répondre, sa manière de nuancer les entretiens était très parlante à ce niveau-là. Ça, c'est une vraie force quand on est capable de s'inscrire. En plus, on est plus motivé parce qu'on s'est déjà engagé. Rien que dans cet échange, on s'est déjà engagé dans la structure. C'est hyper précieux et essentiel. Ouais. Ça marche, Virginie. Merci beaucoup pour ces éléments. Il nous reste quelques minutes, 9 minutes à peu près pour un échange de questions-réponses. Je regardais, il y a une question qui a été posée au cours de la session du webinaire sur la gestion des soft skills. Est-ce que vous pensez que cela doit s'appliquer pour le recrutement des plus jeunes? Alors, on parle des stagiaires, des alternants. Alors, je ne sais pas si du côté de l'ICP, vous en avez. Et est-ce que vous appliquez des tests à cette population de jeunes recrues? Et puis, on laissera la main à Dominique pour avoir son point de vue sur ce sujet. Pour moi, personne ne devrait échapper à cette opportunité d'un dialogue authentique qui permet effectivement de se projeter ensemble. Très bien. Dominique, voilà. De votre point de vue? Alors, c'est toujours intéressant même pour les alternants. La question, c'est la maturité, effectivement, qu'ils ont sur eux-mêmes. Ils ont peut-être pas ou peu été confrontés au monde professionnel, au cadre, en tout cas, de la vie professionnelle. Donc,
certainement que ça donnera une image qui est peut-être encore floue, mais qui les aidera en tout cas à se positionner, à préciser les choses et encore une fois, augmenter leur lucidité. Mais je pose quand même la question du vécu et de l'expérience dans le monde professionnel. Est-ce que ça sert à détecter le potentiel des candidats, les stagiaires, les alternants? C'est vrai qu'on peut les voir finalement la première fois, mais est-ce qu'on peut détecter assez rapidement finalement en disant ce jeune-là, il a un potentiel, il faut absolument que je l'aide à les développer? Bien sûr, hein, la question, au-delà de l'approche comportementale et de soft skills, il y a peut-être aussi à regarder les habilités cognitives de l'individu, du jeune, mais bien entendu que ça décrit un potentiel. Là, je vais vous renvoyer peut-être vers les contextes d'entreprise où un potentiel dans une entreprise, il y a bien sûr la règle générale, mais est-ce que cette règle générale s'applique en local pour cette entreprise, ce contexte donné? Virginie, je reviens vers vous sur la question du care. C'est vrai que vous avez beaucoup d'expérience en la matière. Est-ce vous avez perçu un changement de perception du care justement avec la crise Covid-19? Nous, de notre point de vue, on a l'impression que finalement toutes les entreprises maintenant se sont mis au care. Comment vous percevez de votre côté cette évolution? C'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on met dedans. Moi, je crois que c'est l'attention à autrui qui est essentielle. Quand je suis arrivée, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai lancé une enquête sur les risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Elle était très, très générale. Je me souviens très bien que le médecin du travail m'a dit « mais vous êtes folle, c'est pas le moment de faire ça ». Et je me suis dit « je vais quand même le faire parce que je veux savoir d'où on part ». Et parce qu'il était évident qu'il y avait une grosse transformation qui s'annonçait derrière. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'à l'ICP, il y avait des vraies valeurs de solidarité qui faisaient que le collectif tenait. Et que en fait, les gens continuaient à. Il y avait des interactions qui nous échappaient. Et en fait, on avait mis en place alors c'était pas encore la ligne RH, hein, mais c'était déjà une lettre régulière où on donnait toutes les bonnes idées que des services avaient pour maintenir le lien et puis continuer à avancer. Et je pense que c'est juste un état d'esprit, pour le coup. C'est vraiment un état d'esprit, le care. C'est cette capacité à écouter l'autre, à rester humble. C'est l'humilité, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété, mais c'est l'humilité qui doit... Nous, on ne parle pas, je pense à toutes ces... Pour finir là-dessus, je pense à toutes ces cérémonies de diplôme qui ont tourné au chaos à la fin de l'année dernière, parce que voilà, on est en train de former des élites qui reprochent au corps professoral finalement quelque chose qui ne les rend pas libres. Et je me suis dit pourquoi ça marche à l'ICP? Mais pourquoi ça a marché à l'ICP? Ça marchait parce qu'en fait nous on n'a pas la prétention de former des élites, on forme au discernement. On forme à être libre, acteur, responsable. Et je pense que c'est ça qui nous... je pense que c'est ça le care. C'est juste accompagner les gens vers leur accomplissement le plus important. Voilà. Merci Virginie. Dominique, je reviens vers vous sur cette dimension de care. C'est une question assez intéressante finalement aussi par rapport au développement des activités de performance. Notamment en lien avec l'essor des risques psychosociaux que l'on a vus au sein des entreprises en lien avec la crise Covid-19. Comment vous percevez de votre côté cette dimension de care? Est-ce que ça a un impact important dans les solutions que vous développez du côté de performance? Alors, déjà, c'est une
très bonne et très heureuse nouvelle. Je me rappelle d'un temps où c'était contraint par certains événements malheureux qu'on commençait à se poser la question des risques psychosociaux et qu'on fermait la porte aussitôt que certaines vagues ou des épisodes malheureux se fermaient. Aujourd'hui, c'était une très bonne nouvelle que de penser que l'individu est plus performant s'il se sent bien. S'il se sent bien avec une certaine fraîcheur mentale, s'il se sent bien dans ses activités, s'il se sent bien dans son entreprise, s'il a des rapports humains avec son management qui ne sont pas basés sur le commandement ou l'injonction ou le travail prescrit et où les facteurs humains sont pris en compte. On parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui de bienveillance, on parle beaucoup de responsabilisation, on parle beaucoup de liberté d'action, d'autonomie. Donc, c'est très intéressant parce que je pense que plus la personne s'empare pleinement à la fois des tâches et de ses activités, plus on augmente les probabilités de performance. Et c'est une des tendances de fond finalement de cette crise Covid-19, la prise en compte du soin psychologique des collaborateurs finalement, c'est important pour le fidéliser au sein des organisations. Ça a toujours été important pour le fidéliser. Je pense qu'une personne ne se projette pas dans un environnement si elle n'est pas assurée de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, un équilibre entre son ambition et les moyens de l'entreprise qui sont mis à sa disposition dans les relations sociales, etc. Donc, ça a toujours été présent, à mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, et là, on le vit pleinement, les candidats ont le choix, ou en tout cas, ils ont le sentiment d'avoir le choix, et ils prennent leurs décisions aussi en fonction de ces éléments. Mais il n'y a pas quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, la crise, on fait comme si la crise sanitaire était l'année zéro de beaucoup de choses. Non, la crise sanitaire n'a pas créé ces mouvements, elle les a accélérés, mais c'était des choses qui étaient très, très présentes depuis pas mal d'années. Donc, la crise sanitaire a fait qu'accélérer. Aujourd'hui, prendre de la distance avec son employeur ou avec son entreprise est un signe, par exemple, d'intelligence, contrairement à il y a une trentaine d'années où c'était quasiment une faute morale. Donc, il y a une évolution et une crise sanitaire qui a accéléré les choses, puisqu'on se questionne sur sa position, son devenir par rapport à l'entreprise et par rapport même à son métier. Dominique, merci beaucoup pour l'ensemble de ces réflexions. Nous arrivons déjà à la fin de la session de ce webinaire. 1 heure s'est passée. Je voudrais remercier Virginie Grand, qui, je rappelle, sa fonction DRH au sein de l'Institut catholique de Paris. Merci pour votre participation à ce webinaire avec ce retour d'expérience. Merci Dominique Duquesnoy pour l'expertise apportée à travers Performance. Vous retrouverez ce webinaire en replay à travers le site RH Matin, associé à un article. Merci beaucoup à tous les participants de ce webinaire et donc on se donne prochainement rendez-vous pour un autre webinaire RH Matin et Newstank RH. Merci beaucoup pour vos contributions, votre participation et votre stimulation. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.